si vous voulez exprimer une disponibilité à temps partiel, vous allez devoir être disponible 7 jours sur 14 sur 3 quarts de travail. Et quand on dit sur 3 quarts de travail, ça ne veut pas dire j'ai le choix de soir, nuit ou jour, c'est sur les 3 en même temps. Donc, ça, c'est une des premières divergences. Alors que vous voyez la proposition syndicale, vous avez deux options. C'est être disponible 2 jours par semaine sur 2 quarts de travail, soit jour-nuit ou soir-nuit, ou 3 jours par semaine sur 3 quarts de travail, mais un ou l'autre. Donc, de jour ou de soir ou de nuit, pas les 3 en même temps. C'est la proposition syndicale. Ensuite, si vous êtes temps partiel régulier, vous n'avez pas à soumettre la disponibilité minimale telle que proposée. Sauf que si vous regardez à l'article 106.05 de la proposition patronale, donc dans le haut de la page 4, vous voyez qu'il est mentionné « S'il y a insuffisance de personnes salariées disponibles dans un service ou sur un quart de travail, la personne salariée la plus jeune en ancienneté répondant aux exigences de la tâche est considérée disponible dans le service ou le quart de travail visé, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les besoins de main-d'œuvre soient comblés. » En gros, ce que ça dit, c'est que même si vous êtes temps partiel régulier dans un service et que vous n'êtes pas tenu de donner la disponibilité minimale, s'il s'avère que vous êtes le temps partiel régulier le moins ancien du service et que les besoins ne sont pas comblés par la liste de disponibilité régulière, ou autrement, à ce moment-là, vous pourriez être tenu quand même d'être considéré disponible. Ensuite, je vous amènerai à la page 5, à l'article 106.08, qui est la notion de non-respect de la disponibilité. Si vous êtes familier avec cet aspect-là, c'est lorsque une personne qui néglige de respecter sa disponibilité peut se voir appliquer des mesures. Antérieurement, ça pouvait être une suspension, une radiation de la liste de rappel qui allait jusqu'à 3 mois pour une première offense et qui pouvait être définitive s'il y avait une autre offense dans les 12 mois qui suivaient. La grosse différence ici, en partie, est à 2 niveaux. La première, c'est que vous regardez la disposition syndicale, on dit la personne qui régulièrement néglige de respecter sa disponibilité, alors que lorsque vous regardez la proposition de l'employeur, c'est marqué la personne salariée qui néglige de respecter la disponibilité. Le mot régulièrement dans cette clause-là est extrêmement important parce que le terme régulier veut dire que ça prend un certain nombre de négligences, on peut dire, sur une période donnée. C'est comme ça que les arbitres l'ont interprété. Donc, un employeur ne peut pas dire après une seule offense, tu négliges ta disponibilité, parce que c'est pas régulier. Comprenez-vous? Quelqu'un qui régulièrement néglige sa disponibilité, ça veut dire quelqu'un qui pourrait avoir un pattern à tous les lendemains de paye, ne respecte pas sa disponibilité, refuse un offre de travail. On pourrait dire qu'il y a une régularité là. L'employeur va enlever ce mot-là régulièrement, ce qui, à notre avis, n'est pas anodin. C'est pas pour rien. Ça veut dire que le pattern, si on peut dire, ou la régularité dans les refus n'a plus à être là. Et donc, l'employeur pourrait prendre les mesures qu'il a indiquées au point 1, 2, 3, 4, sans qu'il y ait nécessairement la régularité dans le refus de respecter la disponibilité. L'autre aspect, c'est plus bas, vous voyez ensuite, après le point 4 de la proposition syndicale, qui est mentionné qu'une personne qui travaille aussi dans le même établissement, sur une autre liste de rappel ou dans un autre établissement, n'est pas tenu de respecter la disponibilité minimale. Ça peut arriver à certains d'entre vous de détenir 2 emplois, soit dans le même établissement dans 2 catégories, exemple la 2 et la 3, ou de travailler pour un autre établissement de la région. Et à ce moment-là, quand vous étiez avec les conditions chat, vous pouviez dire à l'employeur « Je n'ai pas à te donner ma disponibilité minimale parce que je suis affecté dans un poste ou dans une assignation dans un autre établissement. » Dans la proposition d'employeur, on ne retrouve plus cette clause-là. Ce qui veut dire que lorsque vous travaillez ici, vous ne pouvez pas invoquer que vous travaillez dans un autre établissement pour ne pas respecter votre disponibilité. C'est notre interprétation de la raison pour laquelle l'employeur a enlevé ça. Ensuite, vous avez le paragraphe 106.08 pour la proposition syndicale et 106.09, toujours à la page 5, dans le bas. C'est une petite nuance, mais qui est peut-être pas anodine. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'une personne peut être disponible pour plus d'un titre d'emploi. Vous avez ça au paragraphe A. La proposition de l'employeur dit que la liste de rappel est appliquée par titre d'emploi, tout simplement. On n'a pas ramené la notion de pour plus d'un titre d'emploi. La question qu'on se pose, c'est pourquoi?
c'est clair que l'employeur n'a pas avantage à se priver de personnel disponible dans plus d'une catégorie d'emploi, mais on ne peut pas vous dire la raison pour laquelle il n'a pas ramené cette clause-là. Ensuite, je vous amènerai à la page 7, qui est l'article 106.10 pour la proposition de l'employeur et l'article 106.9 pour la proposition syndicale. C'est les affectations de 28 jours et moins, et à 106.11, c'est les affectations de plus de 28 jours. La proposition de l'employeur à 106.10, ce qu'elle dit dans le fond, c'est que s'il y a des affectations de moins de 7 jours et qu'il y a plus de 7 jours entre le début de l'affectation, à ce moment-là, ces affectations-là vont être données dans l'ordre que vous voyez là. Donc, A, ça va être les personnes de l'équipe de remplacement. L'équipe de remplacement, c'est des sécuritaires d'emploi en attente d'être placés dans un poste. Donc, au CHU Université Laval, on sait qu'actuellement, c'est 3 périodes d'affichage en bloc qui existent. Donc, si entre une période d'affichage et une autre, une personne se retrouve sécuritaire d'emploi, elle va être considérée pour sa candidature sur les postes du prochain bloc. Donc, entre-temps, elle va être sur l'équipe de remplacement et une personne sur l'équipe de remplacement travaille sur des affectations autant qu'une personne de la liste de rappel. Donc, elle peut être considérée pour ça. Donc, ça, c'est la première personne qui serait considérée. Ensuite, vous avez les personnes de l'équipe volante. Et ensuite, vous avez les temps partiels réguliers du service. Et finalement, vous avez les personnes de la liste de rappel at large. La proposition syndicale, ce qu'elle dit, c'est que pour les affectations temporaires de moins de 10 jours, la première personne à être considérée, c'est les temps partiels du département. C'était comme ça antérieurement au CHA. Donc, les temps partiels du département, dès qu'une affectation de moins de 10 jours, se voit offrir ces affectations en priorité. Ensuite, l'équipe de remplacement, ensuite l'équipe volante et ensuite la liste de rappel. Ça, c'est pour les affectations de moins de 10 jours. Dans la proposition de l'employeur, ce qu'on dit, c'est au point 2, 106.10.2, pour les affectations de plus de 7 jours, l'affectation prévue est accordée à la journée dans l'ordre suivant selon les disponibilités exprimées. Encore une fois, la personne qui est considérée en priorité, c'est la personne de l'équipe de remplacement. Et ensuite, c'est les personnes temps partiel régulières du service. Ensuite, l'équipe volante. Et ensuite, la liste de rappel. Maintenant, on en vient à 106.11 de la proposition patronale, qui est les affectations temporaires de plus de 28 jours. Pour la partie syndicale, c'est les assignations temporaires de 10 jours et plus. Affectation temporaire, assignation temporaire, ça veut dire la même chose. Donc, pour l'employeur, une affectation temporaire de plus de 28 jours est octroyée à la journée dans l'ordre suivant. En partant, on voit qu'il y a un problème, c'est que les affectations à long terme ne sont plus données en bloc. Je vais prendre l'exemple le plus extrême, si je peux dire, c'est un congé de maternité qui peut s'étirer jusqu'à 2 ans. Antérieurement, lorsque vous étiez un temps partiel dans un service, vous pouviez, si votre poste était dans le même service où l'affectation était, quitter votre poste à temps partiel et obtenir le remplacement du congé de maternité pour la durée. Donc, vous saviez que pour les nombres de mois à venir ou d'années, vous saviez où vous alliez travailler les journées et ça permettait d'avoir une certaine stabilité. Dorénavant, selon la proposition de l'employeur, le bloc de congé de maternité va être donné à la journée. En premier, aux personnes de l'équipe de remplacement. S'il reste des journées à donner, il va les donner aux personnes temps partiel régulières du service, mais vous ne pourrez pas quitter votre poste. Vous allez devoir donc continuer à travailler vos 2 journées sur le poste et combler les autres journées à partir de l'affectation. Sauf qu'il est possible, puis là on est un peu dans l'hypothétique, mais c'est fort probable que si sur un service il y a plusieurs temps partiels, bien, les journées où vous êtes sur votre poste, ça va être donné à l'autre temps partiel et ça peut être des temps partiels d'un autre corps de travail aussi. Parce que si on tient pour compte que l'employeur veut une disponibilité minimale, il pourrait exiger que vous ayez de l'offrir à des personnes sur un autre service, sur un autre corps de travail, excusez. Donc ça, c'est un des aspects qui pose un problème. Mais pour nous autres, le point important, c'est que à la CSN, l'assignation temporaire de 10 jours et plus, elle est donnée principalement à la liste de rappel en premier en fonction de votre ancienneté. Et si ça donne que vous êtes le temps partiel le plus ancien qui est disponible pour cette affectation-là, que c'est dans votre service, à ce moment-là, vous pouviez quitter votre poste et obtenir l'affectation. Donc ça, c'est une des différences majeures pour ce qui est des affectations.
Ensuite, je vous emmènerai à la page 10, 106.14 de la proposition syndicale. Il est indiqué qu'une personne qui occupe un poste ou successivement, consécutivement des postes pour des motifs prévus à 106.01, qui est les postes temporairement dépourvus de leur titulaire, pour une durée supérieure à 6 mois, reçoit un préavis de fin d'affectation de 2 semaines et peut supplanter une autre personne salariée de la liste de rappel. C'est ce qui permet aux personnes qui ont été dans des affectations de plus de 6 mois, à ce terme, de supplanter quelqu'un de la liste de rappel qui serait dans une affectation. Une des raisons pour laquelle on avait cette clause-là, c'est qu'antérieurement, et encore aujourd'hui, lorsque vous obteniez une affectation, vous êtes tenu de rester dans cette affectation-là jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Vous pouviez la quitter pour certaines raisons spécifiques, telles une réduction du nombre de jours lorsque vous remplaciez un congé de retour progressif, ou un congé de maternité partiel sans solde. Dans ces cas-là, vous pouviez quitter votre affectation. Dans les autres cas, vous ne pouviez pas, vous deviez rester dans l'affectation. Ce qui faisait que si une affectation se pointait qui était plus avantageuse, vous ne pouviez pas dire je vais laisser mon remplacement de 3 jours semaine pour obtenir votre remplacement à temps complet. Vous étiez pris là-dedans. Toutefois, cette clause-là vous permettait, au terme de votre affectation de 3 jours semaine, de dire je vais pouvoir supplanter une personne moins ancienne qui a une affectation. Ça des rappels. Ce qui évitait d'un que vous retrouviez sans rien en attendant qu'une autre affectation devienne disponible, mais ce qui permettait aussi de s'assurer que il n'y a pas quelqu'un de moins ancien qui a une affectation plus avantageuse. J'ai passé un point, excusez-moi, je vais vous ramener en arrière 4 mois. Ah, excusez-moi. C'est à la page 8, l'article 106.11 de la proposition syndicale. Il est indiqué que lorsqu'une affectation excédant 4 mois débute alors qu'une personne salariée de la liste de rappel non titulaire d'un poste est déjà assignée à un poste temporairement dépourvu de son titulaire, cette personne est réputée disponible pour une telle affectation s'il reste moins de 30 jours. Donc, vous êtes actuellement dans une affectation, votre affectation va se terminer d'ici 30 jours et vous apprenez qu'une affectation de plus que 4 mois devient disponible. À ce moment-là, vous allez pouvoir être considéré disponible pour occuper cette affectation-là, même si elle chevauche actuellement votre affectation. Parce que elle va se terminer dans moins de 30 jours, votre affectation. Ça, c'est une disposition qu'on avait, qu'on ne retrouve plus dans la proposition de l'employeur. Je vous dirais qu'en gros, ce sont les principales clauses sur lesquelles il y avait des divergences majeures avec l'employeur. Pour nous autres, il est clair que l'arbitre va prendre une position qui pourrait être en notre faveur, comme elle pourrait être en faveur de l'employeur. Ça, c'est l'arbitrage qu'on fait qui va le déterminer à terme. Mais entre-temps, ce qu'on voulait, c'était vous expliquer dans le processus dans lequel on était et voir si vous aviez des questions auxquelles on pourrait répondre. Et ultimement, ce qu'on recherche aussi, c'est de voir s'il y a des personnes parmi les travailleurs qui pensent que les conditions que l'employeur veut imposer dans les disponibilités, dans le fonctionnement de la liste de rappel, sont difficilement conciliables avec leurs conditions de travail, sont difficilement conciliables avec leur vie personnelle ou leur vie familiale. Donc, et si c'est le cas, ce qu'on aimerait, c'est avoir des personnes qui seraient disposées à venir témoigner, livrer un court témoignage en arbitrage pour expliquer en quoi les dispositions que l'employeur propose sont inconciliables avec leur vie, travail, vie, famille. Je vous donne un exemple. Vous êtes un parent monoparental, vous avez un enfant à la garderie. Si vous n'avez pas de poste et vous êtes sur la liste de rappel, si vous voulez travailler 10 jours par quinzaine, vous allez devoir donner une disponibilité minimale de 10 jours sur 2 quarts de travail. Or, ça se pourrait que vous disiez, moi en soirée, je ne peux pas travailler parce que j'ai l'enfant à la maison. Le jour, je peux travailler, mais il faut que j'aille chercher l'enfant à la garderie avant 6 heures. Donc, ça pourrait imposer une contrainte et ce qui arriverait dans ce cas-là, c'est que si l'employeur vous appelle et vous dit « je ne peux pas, je suis pas disponible le soir »,
que vous fassiez reprocher de ne pas respecter votre disponibilité. Et là, on a vu plutôt que le terme régulièrement n'étant plus là, ça pourrait enclencher, on vous dit ça pourrait parce que c'est pas nous autres qui va décider pour l'employeur, ça pourrait enclencher un processus administratif ou disciplinaire. Ce qui fait que vous vous retrouvez, malgré vous, dans une situation où vous ne pouvez pas respecter la disponibilité et ce qui peut, à court moyen terme, quand même mettre en danger votre lien d'emploi si vous n'arrivez pas à respecter cette disponibilité-là. S'il y a des personnes qui pensent que c'est une chose qui est plausible, qui se passe en rapport avec leurs conditions personnelles ou leur situation familiale, on aimerait ça que ces personnes-là se manifestent pour venir témoigner en arbitrage. C'est rien de très compliqué. Dans les faits, c'est un témoignage relativement court devant un arbitre dans une salle où ça se passe. C'est pas comme une cour de justice, un palais de justice au Québec. C'est plus convivial. Et ce qu'on vous demande, c'est de livrer votre témoignage sur en quoi est-ce que les conditions que l'employeur veut mettre dans les dispositions locales sur le rappel, sur la liste de rappel, ça vous pose problème. D'en témoigner tout simplement. Sur ce, s'il y a des questions, je vais y répondre. Il y aura peut-être une question, un commentaire ici de quelqu'un. Oui. Autrement dit, là, c'est que, comme moi, il m'appelle à 2 heures l'après-midi. Je suis pas à la maison. Parce que j'ai autre chose à faire que m'asseoir dans mon salon à attendre. Ça peut être, si je ne suis pas là, que je ne réponds pas, ça peut être considéré comme un non-respect de nos contrats. Absolument. Ça a souvent été. C'est votre responsabilité d'être rejoignable. Quand vous êtes sur la liste de rappel, ça a été traité dans le passé. Si vous ne répondez pas, souvent l'employeur va associer ça à un refus. Surtout avec les afficheurs de nos jours, on sait qui appelle. Donc, ça, il n'y a plus à y revenir. Mais ça peut être considéré comme un refus de respecter votre disponibilité. Sauf qu'antérieurement, si ça vous arrivait une fois ou 6 mois, on ne pouvait pas dire que c'était régulier. Parce que ça arrive rarement. Si ça arrive une fois, 2 fois dans 6 mois, est-ce que l'employeur pourrait vous envoyer un avertissement en disant « Prends garde, prochaine fois ça pourrait être plus sévère comme mesure », ça n'est pas exclu. À partir du moment où on enlève le terme régulièrement. Comment ça va être tolérance zéro? Bien, écoutez, ce qu'on comprend, puis je ne l'ai pas mentionné, mais si vous regardez à la page 3 à 106.04, vous avez exactement ce que l'employeur veut. La première ligne, la disponibilité minimale doit être adaptée aux besoins de l'employeur en tout temps. Donc, ça dit tout. C'est ses besoins à lui qui vont primer. Antérieurement, avant le décret, je dirais, les disponibilités, puis même pendant les dispos locales antérieures, la disponibilité minimale qui pouvait être exigée d'une personne adaptée aux besoins de l'employeur en tout temps était durant les 3 premiers mois de son embauche. Ce qu'on disait, c'est lors des 3 premiers mois de votre embauche, votre disponibilité minimale doit être adaptée aux besoins de l'employeur. Au terme de ces 3 mois-là, à ce moment-là, c'était la disponibilité que vous vouliez donner tout le temps en respectant la disponibilité minimale. Mais c'était la disponibilité que vous souhaitiez donner en fonction de vos réalités. Là, il y en a qui ça peut être aux études à temps partiel, il y en a ça peut être je suis monoparental, je ne peux pas travailler le soir, il y en a d'autres, c'est mon conjoint travaille le soir, je ne peux pas laisser les enfants à la maison. Pour diverses raisons. Avec cette clause-là, c'est clair que l'employeur, lorsqu'il dit la disponibilité va être adaptée à mes besoins en tout temps, ça dit beaucoup en peu de mots. Y a d'autres questions ici? Moi, juste une question que je n'ai pas posée ce matin, Michel, c'est concernant les cases là, vides où il ne semble pas avoir de proposition patronale là-dessus ou vice-versa, de proposition syndicale. Il arrive quoi dans ces cas-là? Bien, ce qui n'est pas là, on ne peut pas prétendre que ça veut dire autre chose que ça. Donc, je vous donne l'exemple là, 106.11, la page 8. Parce que l'exercice qui était fait ici, c'est de mettre côte à côte les articles des 2 propositions qui parlaient du même sujet. Donc, s'il n'y en a pas, c'est parce que l'employeur n'a pas aucune disposition dans ces propositions qui en parlent. 106.11 est un bon exemple.
quand on parlait des affectations de 4 mois et plus, là, à ce moment-là, vous voyez que sur le côté de l'employeur, il n'y a rien. De notre bord, c'est la même chose. Si l'employeur a mis une disposition, je vous amènerai... attendez, je ne sais pas si c'était ça. Horaire atypique, par exemple. Oui, exactement. Les horaires atypiques en est un bon exemple. Pour nous autres, la question des horaires atypiques est conventionnée au niveau national. C'est l'annexe Y de la Convention collective nationale qui prévoit que les parties peuvent convenir d'entendre sur des horaires atypiques. En vertu de ces ententes-là, on peut mettre certaines balises en négociant avec l'employeur, en mettant une clause en disant qu'on va la renégocier au besoin ou qu'on va se rencontrer s'il y a des problèmes qui découlent des horaires de 12 heures. Si les horaires atypiques sont intégrés de façon permanente dans notre convention collective, ça va être là pour toujours. Et ça fait que c'est clair que l'employeur va pouvoir en mettre quand bon lui semble, indépendamment des problèmes que, à notre avis, pourraient ressurgir. C'est sûr que ça ne nous empêchera pas d'en parler avec l'employeur et de tenter de trouver des solutions, mais il peut arriver dans certaines situations où on dirait, dans tel service, dans tel type d'emploi, un horaire atypique, c'est pas viable. Soit que c'est trop dur physiquement, donc de demander à une personne de faire 12 heures dans ce travail-là, c'est déraisonnable, donc on ne convient pas de ça. C'est le genre de choses qu'on pourrait faire. À partir du moment que c'est dans la convention collective, locale, de façon permanente, on ne pourra plus dire on ne convient pas de l'horaire atypique. Dans le cas des horaires atypiques, on pouvait convenir soit au cas, soit par service, soit par type d'emploi. On avait une certaine marge de manœuvre pour dire, bon, on va le tenter dans tel endroit, puis à terme, si on voit que ça fonctionne, bien, on le maintiendra, puis sinon, bien, on pourra faire des ajustements ou bien y mettre fin. Cette réalité-là ne sera plus possible à partir du moment que ça va être dans les dispos locales. Merci, Michel. Merci. Est-ce qu'en arrière, il y en a qui auraient des questions? OK. C'est juste pour vous dire, s'il y en a parmi vous qui veulent être témoins ou que vous connaissez des personnes pour qui ça pourra probablement poser problème, ces dispositions-là, c'est que nos dates d'arbitrage qui s'en viennent sont le 14, le 18, le 21, le 22 décembre. Actuellement, on est dans la preuve de l'employeur, mais on anticipe que vers le 21-22 décembre, on va commencer notre preuve. Donc, ça serait bon de savoir d'avance s'il y a des personnes qui sont intéressées. Et à ce niveau-là, vous pouvez contacter le syndicat pour faire part de votre intérêt ou de personnes, ou référer des personnes qui seraient intéressées à venir témoigner. Comme on vous dit, c'est rien de compromettant, là, où on ne vous demande pas de mentir, on ne vous demande pas d'horaire à pilule, on vous demande juste de parler de votre réalité et ni plus ni moins. Là-dessus, il ne devrait pas avoir aucun problème. Donc, ça fait le tour.